Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise et porte-parole du Parti socialiste, du moins jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Ce soir, le Conseil national du PS se prononce sur l'accord d'union de la gauche. Vous allez voter contre, vous l'avez dit. Vous allez aussi claquer la porte comme Bernard Cazeneuve? Alors moi, le Parti socialiste appartient à ces militants dont je suis et donc je ne vais pas quitter mon parti. Ce soir, ce qui est posé, c'est parce qu'il n'y ait pas de faux débat entre nous. D'abord, tous les socialistes sont pour l'union des gauches et des écologistes. C'est dans notre ADN. Deux, on va en parler, mais l'union à quelles conditions? Justement. Deux, il n'y a pas de conflit de génération comme certains essaient de le faire croire. Ce qui est posé ce soir, c'est est-ce que le mandat de négociation donné à Olivier Faure, qui va nous présenter ce soir, répond aux exigences que nous posons et que nous avons tous adoptées lors du précédent Conseil national. Et là, votre réponse, c'est non. Ma réponse, au moment où je vous parle et au regard des documents que j'ai, la réponse est non, bien évidemment. Vous avez une idée de ce que pourra être le résultat du vote? Je pense qu'il sera serré, en tout cas, il avait déjà été plus ou moins d'ailleurs lors du dernier scrutin, je crois qu'il sera serré ce soir. Donc l'accord n'est pas encore validé, il y a encore une marge de Mais d'ailleurs, d'autant plus qu'il y a le vote de ce soir, mais il y a aussi la réalité sur le terrain. Vous voyez beaucoup d'élus, des présidents de région, de départements, des maires qui vous disent que le compte n'y est pas, et donc ils ne seront pas, eux, ils n'impliqueront pas l'accord. Donc vous voyez bien, quand vous avez comme cela deux anciens premiers ministres, je pense à Bernard Cazeneuve ou Jean-Marc Ayrault, des présidents de région, je pense notamment à Carole Delga et d'autres, peut-être qu'il faut se dire qu'il faut peut-être que le compte n'y est pas et que le compte rendu, nous sommes pour l'union, mais la proposition n'est pas au rendez-vous. Vous l'avez dit, il y a 84% des sympathisants de gauche, c'est un sondage Elab hier, qui sont pour l'union. Alors, il vaut mieux, finalement, peut-être, un compromis que la disparition du PS. Mais ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas le compromis. Une coalition, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes deux et nous venons chacun autour de la table, nous posons chacun des propositions, nous construisons ensemble un projet. Ce n'est pas ce qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon nous dit, voilà mon projet, vous l'acceptez les 14 points. Alors qu'il oublie que s'il a réuni, et c'est vrai, 7,7 millions de Français, 3,5 millions de Français de gauche ont voté pour d'autres candidats. Donc il ne représente pas la gauche tout seul. Et donc il doit accepter, je sais bien que dans son parti, il y a assez peu de démocratie, il n'y a même pas de congrès. Il faut accepter que nous, dans la gauche, nous sommes pour l'union, mais il y a aussi des débats. Pour l'union, avec un vrai débat aussi sur le nombre de circonscriptions. 70 dans l'accord, 70 mais une trentaine simplement de gagnables, ce qui signifie que 507 circonscriptions sans candidat PS. C'est ça aussi qui n'est pas acceptable pour vous? Alors, je ne sais pas si on parlera après du programme, parce qu'il y a aussi le contenu. Bien sûr qu'on va parler du alors, si vous parlez des circonscriptions, bien sûr, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est aussi le nerf de la guerre. D'abord, le premier engagement qu'avait pris Olivier Faure, c'est de maintenir tous les sortants. Force est de constater que le compte n'y est pas. Je prends une personne. Samia, Paris, vous avez... Lamia El Harraj, par exemple. Lamia El Harraj, qui est quand même une candidate, une élue brillante, engagée de terrain. Elle a battu Madame Simonet dans des élections et elle se retrouve aujourd'hui écartée. Ce n'est pas acceptable. Donc, le nombre n'y est pas sur les 70. Les élus sortants ne sont pas conservés. Et je le dis, moi, je ne sais pas où sont les 30 circonscriptions qu'on nous indique gagnables. Quand je fais le compte, je prends mon département. La circonscription, il y en a une seule, elle n'est pas gagnable. En plus, là-dessus, c'est un accord de dupes. C'est un accord de dupes, bien sûr. Oui. Et finalement, il y a cette obsession de garder un groupe à l'Assemblée nationale et les subventions qui vont avec. Mais là aussi, on le disait, c'est effectivement, pour un parti, la seule façon d'exister. Donc est-ce qu'il ne faut pas en passer par là, entre guillemets? En passer par quoi? En passer par ce compromis. Mais vous savez, à un moment, la politique, c'est d'abord des valeurs et des engagements. Donc, est-ce que le programme, il y a des soucis sur un certain nombre d'engagements? La réponse est oui. Est-ce que en plus, vous avez moins d'élus? Donc ça fait quand même la double peine. Ça fait la double peine. Parce que, encore une fois, on ne peut pas dire aux Français, les Français peuvent dire, vous les élus, vous êtes pensés à vos postes, et quand on vous dit, il y a d'abord les convictions, on nous dit, non, c'est pas très important. Moi, c'est important. Il y a des valeurs qui me semblent essentielles et que je ne trouve pas. Par exemple, est-ce que Jean-Luc Mélenchon... On va parler juste une seconde sur ce qui s'est passé là depuis le second tour. Jean-Luc Mélenchon, il vous a pris de court. Il a su capitaliser très vite sur ces 7 millions de voix. Vous ne l'avez pas vu venir? Je pense que la direction du parti, l'actuelle direction, elle aurait dû, c'est ce que j'ai dit lors de la précédente réunion au Conseil national, elle aurait dû proposer aux autres partis publiquement un accord. Moi, j'ai plaidé pour ce que j'appelle l'accord des 3 tiers. Un tiers pour les socialistes et les radicaux, un tiers pour les écologistes et un tiers pour les communistes. Ben, vous voyez, avec ça, le Parti socialiste ne serait pas dans l'état où il est aujourd'hui. Alors, vous le dites, vous êtes pour l'union malgré tout, pas pour la soumission, c'est votre formule. Oui. Sur le fond,
La Corse, effectivement, la retraite à 60 ans, l'abrogation des lois El Khomri, de la loi contre le séparatisme, la désobéissance, entre guillemets, sur l'Europe. Mais est-ce que vous vous dites finalement, bon, certes, ça ne va pas, mais le programme ne sera jamais appliqué? Donc vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Non, c'est une question, parce que certains le disent. Bon, moi, ce n'est pas ma conception. Moi, excusez-moi, ma conception n'est pas de dire aux Français, voilà ce qu'on va, on fait semblant. Non, il faut, je crois, être assumé. Je vous donne un exemple, parce que j'ai essayé tout à l'heure. Mais par exemple, moi, j'attends l'engagement de Jean-Luc Mélenchon, que par exemple, la France continuera à soutenir et donc à livrer des armes au peuple ukrainien qui reçoit aujourd'hui des bombes sur la gueule, si permettez-moi l'expression. Il refuse de le dire, par exemple. Et je pourrais comme ça continuer sur d'autres sujets. Mais donc ce fossé idéologique que vous soulignez, on ne voit pas très bien comment vous pouvez dire encore il y a un espace potentiel pour l'Union. Mais parce que, encore une fois, il faut que Jean-Luc Mélenchon accepte de s'amender. Il faut que Jean-Luc Mélenchon accepte de comprendre qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle, qu'il accepte de comprendre qu'il n'a pas été au second tour. Quels sont les moyens de pression Aujourd'hui, il faut que le Parti socialiste soit plus ferme dans une négociation, qu'il dise le contrat n'y est pas. Je vous donne un exemple aussi. Sur la question du nucléaire, j'ai le sentiment que c'est des positions variables. Donc, dans l'accord avec les écologistes, en 2030, plus le nucléaire, c'est-à-dire dans 8 ans. Dans 8 ans. Tout le monde sait que ce n'est pas possible. Sur les communistes, ils veulent maintenir le nucléaire, et nous avons une position qui est le mix énergétique. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut mettre tout le monde sur la table et être d'accord. Moi, je pense qu'il vaut mieux 5-6 grandes mesures que nous portons ensemble, plutôt que d'inventer un programme inacceptable. Si tout le reste, de toute façon, est irréconciliable, comment faire? Mais même s'il y a 3 ou 4 ou 5 mesures. Je vais vous donner en 2012, l'exemple de 2012, quand nous avions eu à mener des négociations avec les écologistes. Nous avons fait une première colonne avec les mesures que nous porterions ensemble. Et d'autres mesures en disant, voilà des mesures sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et chacun votera séparément. Ça, c'est une méthode qui me paraît celle du compromis. Celle du compromis et non pas, encore une fois, de la soumission. Parce que, par exemple, sur la question de l'Europe, alors, chez les Verts, il y a désobéissance, nous, il n'y aurait pas désobéissance. Moi, je le dis, quand vous êtes élu, vous ne pouvez pas dire qu'il faut une désobéissance aux lois, ce n'est pas acceptable. Quand vous dites qu'il faut assumer et accepter le vote en France, il faut l'accepter aussi au niveau européen. Okay. Il faut se battre, et je me bats moi contre une Europe libérale, bien sûr, mais pas en disant à la carte, parce que sinon, vous voyez bien, les Polonais, les Hongrois disent, nous, à la carte, c'est les questions des droits et des libertés fondamentales. Il y a un autre aspect, vous êtes élu du Val d'Oise, vous êtes les compromissions, on va dire, ou en tout cas les ambiguïtés sur le sujet de la laïcité. C'est un problème. Pourquoi vous associez le Val d'Oise aux... Parce que, vous l'avez dit, vous le soulignez souvent, vous êtes confronté à ces questions. Ah oui, non mais que les choses soient claires. Dans le Val d'Oise, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, pas d'ambiguïté dans le Val d'Oise. Non, mais je pense au Val d'Oisien. C'est quand même des questions qui vous concernent. Moi qui suis un élu de banlieue, mais je crois que la laïcité concerne tous les Français, quel que soit d'ailleurs leur quartier ou leur niveau social. La laïcité me paraît essentielle. Et par exemple, quand dans mon département du Val d'Oise, il est proposé dans l'accord qu'un député sortant, qui a été en marche, qui a voté les APS, les appels, l'ISF, la flat tax, toutes les lois macronistes que nous condamnons, et qui aujourd'hui a fait un virage sur l'aile pour se sauver et qui fait du communautarisme matin, midi et soir, eh ben, je ne peux pas soutenir ce candidat-là et je serai contre ce candidat-là. Vous faites référence à M. Tachet, par exemple. Qui est responsable de cette situation, finalement Anne Hidalgo et son très mauvais score, François Hollande, tous les dirigeants du PS, dont vous faites partie? Je vous n'avez pas cité Olivier Faure. C'est un oubli peut-être. Parce que c'est l'actuel. J'ai cité tous les dirigeants. Non, mais c'est pas pareil. Tout le monde est responsable, mais les gros n'est pas la même chose. Quand vous êtes premier secrétaire du Parti depuis 5 ans, vous ne pouvez pas dire que toute la séquence ne vous appartient pas. Bon, moi mon problème aujourd'hui, au moment où on se parle... Oui, mais les responsabilités, elles sont quoi? Elles sont partagées, elles sont... Je vais terminer ma phrase. Au moment où on se parle, je pense que le moment, c'est surtout de savoir comment on prépare des élections législatives pour les Français. Il viendra le temps, et moi je vous le dis, mais je vous le dis, la façon dont le Parti socialiste existe aujourd'hui, le Parti qui est aujourd'hui est mort. Donc vive les socialistes, parce qu'il y aura autre chose. Et ça, c'est celui de l'après. Mais là, aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que nous soyons une gauche qui combat la retraite à 65 ans pour les Français. Donc ça, c'est ça l'utilité. Donc là, l'essentiel, c'est le combat pour les législatives. Il y a encore un combat à mener. Bien sûr, parce que je ne suis... Quel moyen vous avez encore une fois sur Jean-Luc Mélenchon? Vous dites qu'il faut revenir, sur la table. Je ne suis ni mélenchoniste ni macroniste, je suis socialiste. Bon, je crois que ce qu'on porte nous les socialistes existe encore. D'ailleurs, la première force dans les territoires à gauche, ce sont les socialistes. 5 présidents de région, 1/3 des départements et en commune le plus... Et tout ça est balayé par... Non, Jean-Luc Mélenchon veut nous balayer. Nous résistons parce que nous considérons que ce que nous portons n'est pas la même chose que ce que porte Jean-Luc Mélenchon. Dernier point. Il y a une fracture générationnelle ou pas au sein des socialistes?
Par exemple, moi, je suis plus jeune que Olivier Faure. Vous voyez, faire attention avec l'âge, ça ne veut rien dire. Hier soir, je parlais avec Mais il y a une radicalité de la jeunesse. Mais je ne crois pas. D'ailleurs, le problème que nous avons, vous parlez de la jeunesse en général. Je rappelle que ceux qui votent très peu des Français jeunes, et quand ils votent, même l'extrême droite est très haut. Donc moi, je le dis, et il y a un travail à faire sur la jeunesse. Et le vote pour la France insoumise aussi. Oui, d'accord. Mais donc, moi, mon souci n'est pas la radicalité. Le débat, c'est quelles sont les mesures qu'on porte pour les Français. Comment on change leur vie en mieux. Aujourd'hui, concrètement, vous êtes smicard, vous êtes caissière haute, vous ne vivez pas en France, vous êtes retraité, vous avez du mal à finir vos fins de mois. C'est ça le débat. Apporté. Merci beaucoup, Rachid Temal, résultat des courses ce soir pour le PS. Merci. Merci.